bonsoir à tous. Et on va aborder ce soir le sujet donc de la valorisation de l'entreprise. Alors, on va pas faire ça de façon très académique, on va faire ça de façon à débattre entre nous. Donc, comme on vous l'a dit, on va d'abord exposer quelques idées sur les 4 points annoncés, puis ensuite je pense qu'il y aura un échange qui nous permettra d'avancer. Alors, sur le premier point, dans quel cas procède-t-on à une évaluation d'entreprise? D'abord, il faut peut-être apporter une précision sur le mot entreprise, parce que quand on dit évaluation d'entreprise, il faut se souvenir que ça peut être évaluation d'un fonds de commerce, d'une entreprise individuelle, ça peut être aussi l'évaluation d'une société, ce qui est du coup évidemment un peu plus compliqué dans le cadre de cette évaluation, puisqu'il y a plus d'éléments à prendre en considération. Donc on parle bien des deux ici. Après, bon, évidemment, on peut parler de l'évaluation des parts sociales, des actions, je ne suis pas sûr que ça change quelque chose à ce niveau-là. Comme ça, vous m'entendez mieux. D'accord. Alors, ça c'était la première remarque. Ensuite, pour répondre réellement à la question posée, dans quel cas procède-t-on à l'évaluation de l'entreprise? Alors évidemment, on pense à la cession, ça c'est clair. Il y a un vendeur, il y a un acheteur, il va falloir trouver le point commun entre les deux pour que l'entreprise passe de l'un à l'autre. De ce fait, on peut d'ailleurs avoir une première réponse à l'évaluation de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est? C'est le point de rencontre entre les deux, c'est quand ils sont d'accord sur un chiffre. Alors, je suis d'accord que je n'ai pas apporté beaucoup d'éléments pour l'instant. Donc il peut y avoir la cession, mais il n'y a pas que la cession. Il peut y avoir d'autres cas où on a, non pas besoin, mais même nécessité d'évaluer une entreprise. Alors, j'emploie entreprise dans un sens large. Il peut y avoir, par exemple, le cas d'une transformation d'une entreprise individuelle par le biais de l'apport de l'entreprise à une société. Lorsqu'on constitue une société, on doit apporter un capital. Ici, le capital est représenté par le fonds de commerce, l'entreprise individuelle, apportée par celui qui en est propriétaire. Du coup, il faut bien faire une évaluation, et dans ce cas-là, on nomme d'ailleurs un commissaire aux apports, qui est un commissaire aux comptes, et qui a pour objet d'ailleurs non pas d'évaluer, mais de certifier la valeur arrêtée par les parties. Donc on a la cession, on a l'apport, on a aussi d'autres transmissions, et on peut parler ici de la transmission à titre gratuit. Quand on veut transmettre un bien, alors très souvent on va passer chez un notaire pour avoir un acte qui va constater la transmission à titre gratuit, la donation autrement dit. Mais le notaire, bien entendu, assez rapidement va se retourner vers l'expert comptable, vers l'avocat pour dire « dites-moi combien ça vaut ». Et donc il va falloir, là encore, évaluer l'entreprise pour pouvoir procéder à cette transmission. On a également besoin d'évaluer une entreprise dans le cadre d'un impôt particulier qui est l'ISF. Dans le cadre de l'ISF, évidemment, si l'entreprise est considérée comme un bien professionnel, on n'a pas besoin de l'évaluer. Mais si l'entreprise n'est pas considérée comme un bien professionnel, alors non pas ici dans le cadre d'une entreprise individuelle, parce que c'est toujours un bien professionnel, mais pour un porteur de part ou un porteur d'action qui ne répond pas aux critères de définition du bien professionnel, ce porteur de part ou d'action va devoir déclarer ses parts ou ses actions sur sa déclaration ISF, et donc il va bien falloir évaluer dans ce cas-là la valeur de l'entreprise pour déterminer la valeur des parts. Autre cas, j'allais dire moins amusant, mais finalement c'est pas non plus forcément une catastrophe, le cas de l'expropriation. Vous avez une entreprise qui a un bail commercial, et au terme d'une certaine négociation, certainement, il y a une expropriation qui est décidée. Bon, le cas assez classique, il y a un promoteur qui a tout acheté, il veut démolir pour construire, mais il indemnise ceux qui sont là. Là encore, il faut bien évaluer l'entreprise qui va être expropriée, sachant que, alors, il y a
dans le cas d'une expropriation, il y a pas mal d'indemnités à définir. Il y a la valeur du bien, et puis il y a l'indemnité de rente, l'indemnité de transfert, etc. Mais en dehors de ces indemnités particulières liées à l'expropriation, il y a l'indemnité qui fixe la valeur du bien. Et au passage, d'ailleurs, on peut rappeler qu'une expropriation, c'est pas forcément une catastrophe, puisque en fait, il s'agit, c'est embêtant, il faut transférer une entreprise d'un endroit à un autre. Mais sur le plan patrimonial, c'est pas forcément une catastrophe. Donc voilà les différents cas dans lesquels on a à évaluer une entreprise. Donc en fait, c'est un sujet qui n'est pas forcément rare et qui n'est pas forcément limité à la transmission elle-même de l'entreprise. Puis éventuellement, on peut avoir à évaluer aussi une entreprise dans le cadre d'une évaluation plus globalement patrimoniale d'une personne. Alors, on a beaucoup de cas dans lesquels on doit évaluer les entreprises, reste à savoir selon quelle méthode. Alors, les méthodes qui sont utilisées, on va les voir, Alain va vous les exposer, il y en a au moins 3. On se rend compte dans la pratique que au début des discussions, les parties sont assez éloignées, elles se rapprochent assez facilement, mais avec un écart qui va rester, et évidemment, ce sont les derniers mètres ou les derniers euros qui vont être les plus difficiles à déterminer. Donc, pour ce faire, on va peut-être parler des barèmes, ou vous poserez peut-être la question des barèmes. C'est surtout pour les fonds de commerce, et ce sont des barèmes qui sont quand même à prendre avec une précaution quasi infinie, parce que d'abord, si vous voulez des exemples, je peux vous les donner, j'ai amené les barèmes ici. Il y a des variations, on vous dit que c'est de 30 à 70% du chiffre d'affaires. Alors comment on passe de 30 à 70%, ça va être tous les éléments qui vont être vus maintenant. Si je peux te passer la parole. Je veux bien, merci. C'est pas, oui, ça est-ce qu'il fonctionne apparemment, oui. Alors, deux petites remarques, enfin pas remarques, mais je vais le titiller un petit peu, mon ami. Parce qu'il a exposé tout à l'heure, il me dit, finalement, la valeur de l'entreprise, c'est au moment où il y a le point de convergence entre l'acquéreur et le vendeur, quelque part. Et oui, c'est ça. Alors, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, parce que pas forcément. Et oui, parce que là, c'est justement toute la question de la différence entre la valeur et le prix. Alors, c'est pour ça que c'est un point qu'on souhaitait aborder, parce que dans le langage courant, on a tendance un peu à confondre les deux. Et je pense qu'il est fondamental de ne pas le faire. D'abord parce que, on vient de le dire, l'évaluation d'entreprise, ça ne se fait pas qu'au moment de la transmission. Et je pense que plus le temps va passer, plus les chefs d'entreprise auront à évaluer leur entreprise de manière régulière. On en parlera tout à l'heure avec les notions d'actifs immatériels, et je pense que ça sera très important dans l'avenir, car on est dans une économie, bien entendu, excessivement changeante, et où le chef d'entreprise a besoin d'avoir des points de repère assez, je dirais, pertinents, et c'est pas facile de les mettre en place. Alors, donc, la valeur et le prix, effectivement, deux choses différentes. La valeur, normalement, c'est une grandeur qui est déterminée par rapport à un référentiel, et qui a été obtenu par l'application d'une méthode de valorisation dont on parlera tout à l'heure. Pierre a commencé à nous en parler en nous parlant de la méthode des barèmes, qui en est une, effectivement, parmi tant d'autres. Ce qui fait l'importance de la valeur, c'est son caractère objectif. C'est-à-dire que, normalement, quand on évalue une entreprise, c'est quelque part la vérité que l'on établit. Cette entreprise, elle vaut 500 000 €. C'est quelles que soient les conditions, l'état d'esprit de l'acquéreur, c'est sa valeur, c'est 500 000 €. Et la problématique de l'évaluation, c'est justement de faire une évaluation qui soit objective. Parce qu'après, on aura la phase négociation où là, on va parler plutôt de prix, et il n'est pas dit que l'on achète l'entreprise à sa valeur. On peut l'acheter au-dessus de sa valeur, on peut l'acheter en dessous de sa valeur, ça va dépendre des motivations
que l'on va avoir à ce moment-là. Donc la valeur, c'est important et c'est quelque chose, vous savez, on voit dans la pratique, hein, je pense que Pierre, ça t'arrive aussi fréquemment que moi, on a des gens qui arrivent chez nous et qui disent je vais racheter telle entreprise, ils arrivent avec l'alias fiscal, ils nous montrent l'alias fiscal, et là, ça vaut combien? Voilà. Bon, évidemment, là, on peut bien sûr répondre à cette question, mais la réponse risque de ne pas être pertinente du tout parce que justement, l'évaluation doit se faire avec le maximum d'objectivité possible. Et cette objectivité, elle va se déterminer par la prise de connaissance de tout ce qui va environner le bien qu'on est amené à évaluer. Il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a deux phénomènes très importants dans une évaluation, c'est la date. Parce que vous faites une évaluation d'un bien à un instant T, si cette entreprise vous la rachetez un an après, ben, je suis désolé, mais il est vraisemblable que la valeur, elle a dû beaucoup changer, elle a pu beaucoup changer entre-temps. Donc il sera peut-être nécessaire de réactualiser les données. Et puis, le deuxième point qui fait la valorisation aussi, c'est à partir de quoi on fait la valorisation. Parce que pour valoriser, on va prendre des données. Ces données sont-elles fiables ou ne le sont-elles pas? Sont-elles exhaustives ou sont-elles partielles? Le rôle de l'évaluateur, là, est excessivement important. Hein, et c'est à lui de prendre en compte tous ces éléments pour obtenir et aboutir à une évaluation objective, à une vraie valeur de l'entreprise. Et c'est toute la spécificité. Ça veut dire qu'en fait, très rapidement, on peut être amené à faire de vrais audits dans la société, dans l'entreprise, audits comptables et autres, pour s'assurer de la véracité des éléments qu'ils ont transmis. Même si c'est un mini-audit, hein, c'est pas forcément quelque chose de conséquent, mais il me paraît imprudent de faire une évaluation. En tout cas, c'est même mensonger de dire que l'on procède à une évaluation si on n'a pas fait effectivement ce tour d'horizon. Et donc ça, c'est un point, je voulais signaler, qui est très important. Alors, voilà, on va fixer la valeur de l'entreprise à un certain montant, c'est donc théoriquement une valeur objective, et puis après, il va y avoir la fixation du prix. Et le prix, effectivement, il est bien issu de la rencontre entre un acheteur et un vendeur, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais qu'est-ce qui peut faire varier, n'est-ce pas, le prix par rapport à la valeur? Eh bien, c'est tout un tas de phénomènes qui sont des phénomènes extérieurs ou propres aux deux parties. Par exemple, bien entendu, la rareté d'une entreprise peut faire monter son prix. Et si je suis seul sur un secteur d'activité particulièrement rentable et que je veux céder mon entreprise, je peux avoir pléthore d'acquéreurs et du coup voir le prix de mon bien monter. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Non, on est bien d'accord. Enfin bon, théoriquement, c'est quelque chose qui est en tout cas possible. Qu'est-ce qui peut faire monter aussi le prix d'une entreprise? C'est peut-être la stratégie. Je suis acquéreur d'une entreprise, cette entreprise, elle vaut X milliers d'euros, elle a été évaluée à ce prix-là, mais il y a quelqu'un d'autre qui est sur le coup, et moi, stratégiquement, je veux absolument cette entreprise. Eh bien, je vais mettre un prix qui va peut-être être supérieur à la valeur du bien. Ça, on l'a vu, on le voit. Notamment, ça est même à l'origine d'une loi, d'ailleurs, qui a été votée. On le voit lorsque des sociétés banques ou assurances veulent absolument être implantées à un endroit donné. Absolument. Et elles sont capables d'acheter une entreprise, un fonds de commerce à un prix qui n'a rien à voir avec la valeur, du fonds de commerce. C'est là où c'est très important, le chef d'entreprise, de bien savoir ce qu'il fait, l'acquéreur. Hein, parce que bon, à la limite, il a bien sûr il a parfaitement raison de mettre un prix supérieur à la valeur, mais qu'il faut qu'il en soit bien conscient, et il faut qu'il s'assure qu'il va pouvoir assumer justement cette survaleur, ce surcoût. Et ça nous amènera à une réflexion que Pierre va nous mener à la fin sur justement la fixation du prix, hein, ses modalités, avec est-ce que c'est un prix fixe ou c'est un prix avec révision. C'est simplement pour justement essayer d'adapter prix et valeur, c'est pas un cas toujours évident à faire. Voilà, donc ça c'est un point très très important, hein, de faire la différence entre le prix et la valeur. Je crois que c'est vraiment fondamental dans votre situation, parce que vous êtes bien entendu repreneur, acquéreur, mais vous allez être aussi chef d'entreprise, et ce qui vaut dans une certaine situation pour l'instant vaudra dans une autre par la suite, a priori. Alors bien entendu, ça va de soi, mais enfin il faut le rappeler, les critères de l'un, le vendeur, ne sont pas les critères de l'autre, acheteur. Forcément. C'est évident. Hein, ça... Forcément. Alors, donc du coup, une fois que l'on a bien
compris ce qu'était cette notion de valeur, on va arriver sur le choix de la valeur. Et je ne vais pas le choix de la valeur. Le choix de la méthode d'évaluation, pardon, qui revient un peu au choix de la valeur quand même, le lapsus était pas anodin. Je ne vais pas reprendre les méthodes de valorisation, parce que d'abord c'est très technique, c'est assez inintéressant, et puis en soi, et puis je pense que vous avez déjà eu des formations à ce sujet. Ce que je voulais simplement dire ici, c'est qu'il n'existe pas de solution unique, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas une évaluation d'une entreprise à une autre en utilisant forcément la même méthode. Pourquoi? Parce que l'évaluateur, et c'est son rôle dans le cadre de l'objectivité de ses travaux, doit choisir la méthode la mieux adaptée à la circonstance. Je vais donner un exemple pour essayer d'être plus clair dans mes propos. Imaginons que j'ai à évaluer deux entreprises de taille à peu près similaire dans un secteur d'activité identique. Même forme juridique, à peu près même taille, même chiffre d'affaires, donc on va dire, a priori, on va utiliser la même méthode pour valoriser l'une entreprise et l'autre. Mais ce n'est pas une nécessité. Parce que les méthodes d'évaluation, elles sont fonction, je l'ai dit tout à l'heure, des données qui vont nous être fournies et de la fiabilité de ces données. Une méthode qu'on utilise beaucoup actuellement, qui est la méthode d'actualisation des flux futurs de trésorerie, c'est-à-dire qu'on va valoriser l'entreprise en tenant compte de ce qu'elle va nous rapporter en cash dans les années qui viennent, pour être un peu plus clair dans les propos. Cette méthode repose sur des prévisions. Okay? Si les prévisions qui sont fournies sont fiables, on pourra utiliser cette méthode de valorisation. Si les prévisions fournies sont fantaisistes, c'est une méthode qui sera inopérante et donc en conséquence rejetée par l'évaluateur. Donc il faut faire très attention à ça et il n'y a pas de généralisation des méthodes, c'est chaque fois au coup par coup et c'est important de prendre en compte tout cet environnement pour choisir la bonne méthode. Pierre l'a dit, et c'est vrai qu'on le fait assez souvent, lorsqu'il s'agit d'une TPE, lorsqu'on veut évaluer une TPE, on ne va peut-être pas mettre en œuvre des méthodes très lourdes, donc du coup assez onéreuses. Et s'il y a des données professionnelles dans le secteur d'activité, on va peut-être utiliser cette fameuse méthode des barèmes. Ceci étant, et je le rejoins totalement... Ça ne sera jamais qu'un départ, qu'un début. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un élément parmi d'autres pour faire l'évaluation, mais en soi, ce n'est pas suffisant. Et encore faut-il s'assurer que cette méthode des barèmes soit appropriée à l'entreprise concernée. Ça peut, dans certains cas, je peux bien être dans un tel secteur, dans de l'hôtellerie ou de la restauration, donc là les barèmes ils existent, ils sont connus, oui mais peut-être moi c'est une entreprise avec des caractères un peu atypiques dans lesquels qui entraîneront justement la non-utilisation des barèmes, comme tu disais, quand on a une évaluation entre un chiffre d'affaires entre 30 et 70%, c'est évidemment tellement vaste que on est amené à être beaucoup plus fin dans le choix de ces méthodes d'évaluation. J'en profite pour dire une chose qu'on voit très souvent, qui est une aberration, faite par des évaluateurs, et souvent par des confrères, bien sûr. On met peut-être, pour évaluer une entreprise, on peut utiliser plusieurs méthodes, c'est pas interdit. Et ça va nous permettre de fixer une fourchette d'évaluation. En disant, voilà, cette entreprise, elle vaut entre 200 et 300 millions. Et certains de dire, finalement, on va faire une moyenne arithmétique de ces différentes méthodes et on va obtenir la valeur de l'entreprise. Alors ça, c'est une aberration totale. Parce que les méthodes sont différentes, parce qu'elles reposent sur des fondements différents. Donc jamais tirer une valeur arithmétique quand on fait une évaluation. Si on n'est pas capable de fixer une valeur par une méthode, on dit, voilà, on a été obligé de mettre en œuvre plusieurs méthodes et on se situe dans une fourchette. Après, lorsqu'il viendra la période de la négociation avec l'acquéreur, là, on va dire, bien entendu, on peut utiliser la moyenne arithmétique pour fixer un prix. Ça, c'est pas du tout impossible, mais en aucun cas, ça ne fixera la valeur. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, mais c'est un point, effectivement, quand même très très important. Et souvent, on ne passe pas assez de temps sur la valorisation, et c'est quand même quelque chose qui est assez important. Du coup, bien sûr, c'est un petit peu onéreux, ça a un coût, c'est évident.
Une évaluation d'entreprise, c'est pas une centaine d'euros. On peut donner une fourchette aussi On peut donner une fourchette, oui, mais alors je vais vous donner une fourchette tellement large qu'elle n'aura finalement aucun sens. Mais ça peut aller entre 1000 et 30, 40, 50 000 euros. Non, puis ça peut monter bien au-delà. On se rend bien compte que ça dépend si on évalue. Dans des cas. C'est ça, si on évalue la petite boucherie du coin ou si c'est un groupe avec des succursales un peu partout. Voilà. Donc tout ça se négocie, mais c'est une phase très importante, hein, l'évaluation. La notion, et je crois que qu'il est essentiel quand on achète une entreprise de bien savoir la valeur de ce que l'on achète. Hein. Vraiment, valeur et prix, c'est vraiment deux choses différentes. Tu veux rajouter quelque chose sur mes propos? Donc, je ne vous parlerai pas plus des méthodes d'évaluation. Hein. Si vous voulez qu'on en parle à la fin dans les questions-réponses, je veux bien, mais le message que je voulais faire passer était celui-là. Alors, on disait que effectivement, on n'évalue pas les entreprises qu'au moment de la transmission, et je vous exposais mon point de vue en disant que de plus en plus, on allait être amené à évaluer de manière récurrente les entreprises, même si on n'est pas dans un cadre de cession, simplement parce qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai besoin de connaître la valeur de mon entreprise. Alors pourquoi je dis ça? La Banque mondiale a évalué que l'économie française est pour 86% composée d'actifs immatériels. 86% de l'économie française composée d'actifs immatériels. Or, la problématique de l'actif immatériel, c'est que c'est quelque chose, sur le moment où c'est immatériel, qui est difficile à appréhender. Alors, quand j'ai lu ce pourcentage, je me suis un peu interrogé sur la valeur de ma propre entreprise. Je suis expert comptable, hein, Anne-Marie vous l'a dit, et je me suis dit, mais dans la valeur de mon entreprise, combien y a-t-il d'immatériel? Moi, je suis à plus de 98% d'immatériel. Prestataire de service, bien sûr. Pratiquement 98% de la valeur de mon entreprise est constituée par des actifs immatériels. C'est énorme. Et quand on a pris conscience de cet élément-là, je pense que du coup, il faut se pencher très sérieusement sur la composition de ces actifs immatériels. Et c'est pour ça qu'Anne-Marie m'a demandé d'intervenir un petit peu là-dessus pour vous en parler. Et pour les jeunes créateurs d'entreprises, c'est aussi important que pour les repreneurs ou que pour les cédants, parce que c'est la quintessence même de l'entreprise. Logiquement, cette proportion devrait d'ailleurs aller croissante, puisque oui. on est plus dans une évolution de prestation de services que d'industrialisation. Ça, c'est vraiment le signe de la désindustrialisation du pays. Hein, lorsqu'on arrive à 86% d'immatériel, c'est vraiment qu'on est passé dans un système totalement différent. C'est pour ça qu'on peut douter un petit peu, même s'il y a une grosse volonté politique, et sans rentrer dans de la politique politicienne, de la capacité qu'on aura à se réindustrialiser. Hein, parce qu'il y a un tel décalage. Ceci étant, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, mais il faut en être conscient. Il faut vraiment en être conscient, et donc du coup, il faut être conscient de quoi est constitué ce capital immatériel pour pouvoir le sauvegarder et le développer. Alors, il y a un site internet que je vous recommande sur ce sujet, qui est l'Observatoire de l'immatériel. Hein. Enfin, pour être plus précis, c'est observatoire-immatériel.com. C'est un site assez récent qui a été créé par l'INPI et qui offre, alors ça, je me suis inspiré de ce qui est dit sur ce site pour vous faire mon petit exposé là qui suit, et qui vous propose également des méthodes de mesure de l'immatériel. Vous allez voir, quand on va déjà décliner les différents actifs immatériels, il y a des choses assez surprenantes, mais quand on dit mais comment l'évaluer, vous allez voir que c'est pas simple non plus. Et donc là, ils proposent justement des systèmes qui permettent de le faire. Alors, ils ont recensé, nos amis de l'Observatoire de l'immatériel, 10, j'en ai retenu 9 actifs immatériels dans une entreprise. Et vous allez voir que je pense que ça s'applique dans toutes les entreprises, qu'elles soient de petite taille ou de grande taille,
à des échelles bien entendu totalement différentes, mais je crois qu'il y a en la matière à réfléchir pour chacun d'entre nous, quelle que soit l'activité que nous exerçons. Alors, moi je les ai mis dans un certain ordre, hein, donc je les ai mis pour moi pour ce qui représentait l'ordre d'importance. Et ça n'engage que moi. Donc, le premier actif immatériel pour moi, c'est le capital humain. Je pense qu'il faut, enfin, surtout dans une économie où 86% est basé par l'immatériel, sur du service, c'est-à-dire sur l'humain. Dans une période de chômage très fort que l'on connaît et qui ne va certainement pas baisser rapidement, il faut lourdement s'interroger sur cette notion de capital humain. En quoi l'humain est-il un actif de l'entreprise? Alors je crois que c'est assez évident a priori, hein, c'est parce que s'il n'y a pas de facteur humain, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'activité. Mais comment l'apprécier, hein, comment le valoriser? Alors, par la qualité, bien entendu, c'est ce que l'on connaît. Puis on fait des audits, ben, c'est vrai que quand on fait une audit d'évaluation, on va commencer, enfin pas forcément commencer par là, mais en tout cas, ce capital humain, on va l'examiner en essayant de voir quelle est la pyramide des âges, par exemple. Il est clair qu'une entreprise qui a 95% de son effectif proche de l'âge de la retraite a forcément un capital humain moins important qu'une entreprise qui a une pyramide des âges, entre guillemets, normale, en tout cas plus équilibrée. Et ça, c'est un élément extrêmement important et pas toujours abordé dans l'évaluation de l'entreprise, parce qu'il est vrai que si on reprend ton exemple, 85% du personnel proche de l'âge de la retraite, et si la convention dit qu'il y a des indemnités, et s'il n'y a pas eu de provisionnement de ces indemnités, ça peut être une catastrophe annoncée dans les 5 ans qui viennent. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment un élément sur lequel il faut se pencher. Je peux ajouter quelque chose? Oh oui, Anne-Marie. Faites comme chez vous. Je fais comme chez moi. Puis, le capital humain, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Pour compléter le site dont vous avez parlé, nous travaillons avec l'organisme Aravis, que certains d'entre vous ont rencontré dans la formation, et Aravis, avec donc des cabinets conseils, des chambres de commerce ces dernières années, a mis à la disposition des repreneurs et des cédants des outils d'évaluation du facteur humain. Donc aravis.fr, voilà. J'en profite aussi pour leur faire de la pub. Ce sont des outils qui ont été financés par la région Rhône-Alpes et qui maintenant sont gratuits et qui sont à la disposition des repreneurs. Et qui sont très bien faits dans la veine de ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Tout à fait. Merci. Donc c'est vrai que le capital humain, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et ce qui va le constituer aussi, c'est le caractère qualitatif, finalement, les compétences des collaborateurs de l'entreprise, leur savoir-faire. Est-ce qu'on a affaire à une entreprise qui sait justement valoriser ce capital humain ou pas? C'est fondamental. C'est fondamental. Alors, je réfléchissais en venant tout à l'heure, je me disais, mais finalement, en plus, juste avant qu'on nous dise qu'on soit en crise économique, et qu'on y est, on était à s'interroger comment on allait trouver la main-d'œuvre qui allait nous manquer. Il y a 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas, parce que la démographie fait que, par rapport au départ en retraite, on devrait théoriquement manquer de main-d'œuvre. Et on est dans une situation excessivement paradoxale, avec des tas de gens qui sont sur le carreau, on ne sait pas si on va manquer de main-d'œuvre ou pas. En tout cas, ce dont on est certain, c'est qu'on va avoir besoin de compétences. Et là, du coup, la formation, ça devient quelque chose de... Enfin, ça l'est depuis très longtemps, mais encore plus important que ça ne pouvait l'être avant. Donc quand je veux acquérir mon entreprise ou valoriser mon entreprise, je crois que le capital humain, c'est quelque chose d'essentiel. Pour revenir sur la compétence, je voudrais vous donner 2 exemples. Un premier exemple d'un stagiaire qui a racheté une entreprise et qui n'était pas son métier de base. Dans l'entreprise, il y avait un homme qu'on pourrait presque qualifier d'homme clé, qui était pas le patron du bureau, mais presque. Et il ne s'est pas entendu avec la personne en question. Et la personne en question est partie. Et quand il m'a annoncé ça, il m'a dit, je crois que je vais revendre l'entreprise. Et évidemment, s'il revend l'entreprise dans ces conditions, on peut imaginer que ça ne va pas être le même prix que le prix d'achat. Donc ça, bon, c'est assez connu, mais c'est important aussi.
Alors le deuxième exemple est un peu plus particulier. C'est une acquisition, un client qui a fait une acquisition tout à fait début janvier là, d'un restaurant lyonnais relativement connu que je vous recommande. Et remarquez, je peux le dire, puisque finalement c'est fait vraiment que ça s'appelle la voûte chez Léa. Et donc il a acheté. Alors lui n'est pas du tout du métier, mais c'est pas grave. Il est secondé par une personne du métier, donc là-dessus pas de souci. Mais le vendeur, en nous présentant le personnel, nous a dit voilà la liste du personnel, et là il y a cette dame. Cette dame, il faut que vous la gardiez. Si elle part, vous avez 50% de la clientèle qui part. Et voilà une personne qui, j'allais dire sans être du tout méchant ou autre, vous passez devant, vous ne la remarquez pas dans l'entreprise, hein, mais c'est elle qui tient la boutique. Donc ça, c'est un facteur humain absolument indispensable qu'il faut vraiment savoir appréhender en fonction des entreprises, hein, bien sûr. Absolument, et encore une fois, c'est valable dans toutes les activités, quelle que soit la taille de l'entreprise. Le deuxième, vous le connaissez bien, très bien, c'est le capital client, bien sûr. Donc c'est un des éléments constitutifs du fonds de commerce, hein, cette clientèle. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de l'apprécier, non pas forcément sur un plan quantitatif, mais c'est sur un plan qualitatif. Connaître sa clientèle, c'est essentiel. Est-ce que j'ai affaire à une clientèle fidèle? Fidélité du client. Mais c'est un critère pour une valorisation d'immatériel fondamentale. Quand on connaît le coût qu'on représente, qui est nécessaire d'investir pour acquérir un nouveau client, si on acquiert une entreprise qui a une clientèle fidèle, c'est une vraie valeur. C'est une valeur même fondamentale. Sans compter que cette fidélité risque d'être difficile à conserver, parce que plus il y a d'immatériel et plus il y a d'intuitus personnels. Oui. Et là, ça peut être un vrai problème. Ça posera d'ailleurs accessoirement le problème de l'accompagnement de la reprise. Ah oui, et là, ça, c'est bien sûr, extrêmement important. Alors, bien sûr que c'est sûr que l'intuitu personné est dans ce cas-là effectivement un frein majeur. Et c'est pour ça que je pense que évaluer son entreprise tout au long de sa vie, c'est important, parce que ça nous permet justement de faire en sorte, quand on arrive au moment de la reprise, quand on est soi-même cédant, de ne pas être lié en disant mon entreprise elle vaut rien si je m'en vais. Quoi. On le voit de façon très fréquente. Et or ça s'anticipe et ça se prépare assez facilement, je dirais. Hein. Il suffit d'avoir un ego pas trop surdimensionné. Non, je plaisante parce que bon, il n'y a pas que ça non plus, hein, bien entendu. Non, mais ça rejoint un critère de gestion que souvent on a de la difficulté à faire passer au chef d'entreprise qui ne délègue pas assez. Et en déléguant, en fait, non seulement le chef d'entreprise se libère pour pouvoir se pencher sur les vrais problèmes de gestion d'entreprise, mais en plus, il met en place le système qui permettra de dire moi je peux vendre, je peux partir, l'entreprise continue à tourner. Une entreprise finalement qui vaut de l'argent, c'est une entreprise qui tourne sans le chef d'entreprise. Oui, absolument. C'est un résumé. Non, mais c'est un bon résumé. Je pense que c'est un très bon résumé. On va le voir après. D'ailleurs, il y a un capital immatériel qui retrace ce que tu viens de dire à très juste titre. Donc, dans l'appréciation du capital client, encore une fois, il y a l'aspect quantitatif, mais je crois que l'aspect qualitatif est tout aussi important. Je parlais de fidélité, mais la qualité du client, est-ce que j'ai des clients solvables? Est-ce que j'ai des clients qui ont une pérennité? Est-ce que j'ai des clients qui sont satisfaits des services de l'entreprise? Et c'est assez difficile à apprécier. Honnêtement, ça demande des outils de mesure que toutes les entreprises ne possèdent pas, surtout les petites, l'appréciation de la qualité de son portefeuille client, et pourtant, Dieu sait si c'est un élément fondamental, et plus le temps va passer, plus on mettra dans les petites entreprises des outils de mesure, même simples, mais qui permettront justement de se situer dans le temps et de voir au moins qu'on n'assiste pas à une dégradation, un effritement de ce capital client. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est finalement plus difficile d'évaluer une petite entreprise qu'une grosse. Parfois, oui, parce qu'on manque, mais absolument, on manque d'éléments. Parce qu'on manque d'outils, on manque de données, Et comme on ne prend que des données fiables, eh bien effectivement, on est un petit peu parfois coincé. Pour que la phase audit est essentielle, capitale. Enfin bon, je ne reviens pas là-dessus.
Le troisième élément qui constitue l'actif immatériel d'une entreprise, c'est le capital fournisseur. Mais on l'appelle même plus fournisseur, maintenant on l'appelle partenaire. Parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Jusqu'à présent, globalement, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais la fonction essentielle peut-être d'un système, d'un service achat, c'était d'acheter au meilleur prix, au meilleur coût. Sans peut-être se soucier trop de l'aspect partenarial qu'il peut y avoir entre son fournisseur. Je crois que la qualité quand même de la relation fournisseur est tout aussi importante que la qualité de la relation client. Est-ce qu'on a affaire à un ou des fournisseurs pérennes, dont la technologie est à la pointe, c'est-à-dire des gens qui sont quand même dans le coup, si je puis dire, qui renvoient la balle, qui ont une éthique. Est-ce que ce sont des gens qui jouent le jeu, qui nous considèrent comme vraiment des clients? Il y a tout un ensemble de choses. Et la qualité des fournisseurs d'une entreprise fait aussi la valeur de l'entreprise. Ça c'est certain. C'est certain aussi. Et quelle que soit l'activité, alors après à des degrés plus ou moins forts, parce qu'on a des secteurs où vraiment c'était tellement étroit qu'on n'a pas tellement le choix des fournisseurs, mais même chez nous, dans des prestataires de services, on a quand même des partenariats, et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de nos partenaires plutôt que de nos fournisseurs. Pourtant, sur un plan technique, ce sont bien nos fournisseurs. Une petite précision qui peut permettre de revenir d'ailleurs en arrière. Je ne sais plus si tu as apporté la précision ou pas, mais fournisseurs et clients, il y a un point aussi important à voir, c'est la répartition de ces fournisseurs et de ces clients. Si on n'a qu'un fournisseur et qu'un client, on risque de ne pas être bien quand même dans cette espèce d'étau dans lequel on va être enserré. Et ça, c'est important. On en parlait tout à l'heure sur une entreprise qui avait été reprise également et qui avait perdu son client à 70%. Bon, il a fallu quand même un peu de temps pour remonter la pente. Ça, c'est un élément aussi important à prendre en considération. Pour l'un comme pour l'autre, client ou fournisseur. Les deux. Parce qu'il y a aussi que le fournisseur peut avoir des soucis de santé. Mais c'est clair, mais je veux dire qu'un fournisseur qui nous lâche, ça peut être très grave pour l'entreprise. Ça peut être très grave. Un autre élément, un autre actif immatériel, pardon, c'est les jeunes là, sont tout à fait dans le coup, c'est le capital technologique. Fondamental, essentiel. Ça se traduit là par tout ce qui est fait en matière d'innovation, recherche et développement dans l'entreprise. On dirait, bon, le boucher du coin, la R&D, oui peut-être. Peut-être que pour le boucher du coin, il n'y a peut-être pas tellement de la problématique de R&D, mais il a la nécessité d'être innovant. Il a la nécessité de mettre en œuvre son imagination. Parce que sinon, il y a une certitude, c'est qu'il va disparaître de sa belle mort, parce que même pour un secteur d'activité aussi marchand que celui-ci, eh bien, il y a des évolutions sociétales lourdes que l'entrepreneur doit prendre en compte. Et c'est vrai qu'une entreprise pareille, qui fait preuve d'un petit peu d'investissement en matière d'innovation, de recherche et développement, on l'appelle comme ça, ça peut être encore dans les faits quelque chose de beaucoup plus simple, serait-ce que s'interroger peut-être sur sa manière de commercialiser les choses. Mais c'est un élément fondamental aussi de la valeur de l'entreprise. Donc, je crois que là, sur la technologie, ça paraît assez simple. Une petite précision, moi je vais être l'homme des exemples. Mais vas-y, alors je le place ici parce que je ne sais pas trop le placer, c'est pas vraiment lié à la technologie, mais on vit un exemple en ce moment au cabinet sur notre plus gros client côté en bourse qui a fait une acquisition assez importante, donc audit, etc. Et le client vient de s'apercevoir que, alors qu'il était dit le contraire dans l'acte, que les 4 bâtiments dans lesquels est exploitée l'activité achetée, il n'y en a aucun aux normes de sécurité. Aucun aux normes de sécurité, ça signifie que sur chaque bâtiment, il faut compter grosso modo 3 millions et demi de mise aux normes. Inutile de vous dire que ça aussi, ça peut faire partie de l'évaluation du prix. Alors bon, là, ça va faire partie de l'évaluation du contentieux, hein, c'est sûr. Mais si on l'avait vu avant, alors en général, parce que
je n'ai pas chargé de ça, mais bon, voilà un élément qui aurait pu être pris en compte pour dire, ok, on va fixer un prix, mais un prix qui prend en compte la nécessité de remettre les choses à niveau. Alors effectivement, c'était peut-être pas l'aspect purement technologique, mais Non. ça Mais met un point c'était lié à une de certaine technologie. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors, autre élément qui constitue l'actif immatériel, c'est ce qu'on appelle le capital organisationnel. Mais finalement, c'est du bon sens tout ça. Il est clair qu'une bonne organisation, eh bien, est le garant, en tout du moins, est un garde-fou à la sauvegarde du patrimoine de l'entreprise. Si mon entreprise est un vrai bazar, eh bien, il est clair qu'il y a des choses qui vont partir un peu à droite, à gauche, et que j'ai pas quelque chose de finalement de très sécurisé. Le capital organisationnel d'une entreprise fait partie d'un actif immatériel. Alors ça dépend souvent de la volonté des dirigeants, mais ça dépend même toujours de la volonté des dirigeants. Mais là, l'expérience nous démontre, on n'y a pas photo, quand on va visiter certains de nos clients, on va dans l'atelier et on voit au premier coup d'œil à qui on a affaire. Donc, comme tout le monde peut faire, vous avez des ateliers où vous mangez par terre, et puis vous avez d'autres, c'est sur des bureaux où vous ne pouvez même pas vous asseoir sur la chaise. Voilà. Ou alors le client vous dit, moi c'est impossible, je ne peux pas partir, je ne peux pas prendre un jour, parce que sinon ça tombe plus. C'est ça. Alors, bon, s'il n'est pas tout seul avec des employés, on peut se dire qu'il a mal délégué. S'il est tout seul, on peut peut-être dire aussi qu'avec les moyens d'aujourd'hui, c'est mal organisé. Moi, je connais des clients qui sont tout seuls, ça leur fait rien de partir 15 jours, ils travaillent de là où ils sont. Alors, là, on se tourne vers les techniciens. C'est surtout les avocats qui font ça, non? Non, on m'a dit que c'était les experts comptables, mais bon, je Non, on peut pas. Voilà, le caractère, effectivement, la capacité de mettre en place une structure organisée, c'est comme dans nos ménages, chez nous c'est le bazar, bon, on sait bien que finalement on va perdre des choses et que ça ne sera pas terrible. Un autre élément de l'immatériel, c'est un peu plus complexe à imaginer, mais quand même, c'est ce qu'on appelle le capital actionnaire. C'est-à-dire que la qualité de l'actionnaire va faire la qualité de l'entreprise. Et c'est vrai quelque part. Si j'ai un actionnariat qui est un actionnariat qui n'est là que pour récupérer de la plus-value, qui veut des rendements immédiats, Et ça arrive. Bah forcément, ça ne va pas donner à mon entreprise la même valeur qu'un actionnariat qui prend son temps, qui est posé, qui a des objectifs, mais qui sait laisser le temps au temps et qui sait peut-être investir encore plus dans l'entreprise dont il est actionnaire. Les banquiers sont excessivement sensibles à la qualité de l'actionnariat, vous le savez aussi bien que moi, et ça fait par contre ce que l'on ne sait pas faire, ce que nous on ne sait pas faire, mais quand je dis nous c'est praticiens, c'est évaluer la qualité d'un actionnariat. Et c'est un peu... Et ça, il va falloir qu'on s'y mette réellement, parce que quand on va voir le banquier pour lui demander un financement, il va regarder ce que vous êtes capable d'offrir comme garantie, c'est-à-dire une de vos qualités. Et finalement, on ne sait pas le vendre dans notre entreprise. On ne sait pas dire, mais finalement, ça apporte une valeur dans notre entreprise. C'en est une. Un actionnaire qui a de la notoriété, ça peut être un élément de valorisation de l'entreprise. Il y a donc l'analyse de l'actionnariat est aussi un élément de valorisation de l'entreprise. C'est quand même des concepts, me semble-t-il, assez simples à comprendre. Je veux dire que là, on n'est pas dans des niveaux intellectuels majeurs. Simplement, ce sont des choses tellement évidentes. C'est difficile d'avoir les outils pour mesurer. C'est là la véritable complexité, elle est là. Mais on n'avait pas non plus les réflexes de le faire, et je crois qu'il faut qu'on l'acquiert de plus en plus pour valoriser encore une fois nos entreprises. Le 7e capital, je te coupe non, je vais simplement dire que c'est exemple, le critère de... J'en ai un. Oui. Peut-être que le critère de la qualité de l'actionnariat se pose finalement plus pour l'acquéreur que le vendeur, puisque au niveau de nos entreprises, lorsqu'on achète une entreprise, on achète 100% du capital si c'est une société. Par contre, on peut acheter à plusieurs, et là, la question que peut poser le banquier, on la retrouve bien entendu, puisqu'il y a souvent un chef de file, un technicien par exemple, puis il y a des associés qui amènent de l'argent derrière, et c'est là que la qualité de l'actionnariat va se retrouver de toute façon. Mais c'est vrai que là, je me positionnais peut-être plus
dans le cadre de la continuité de l'activité que dans le cadre de la transmission, oui, effectivement. On est bien d'accord. Mais là aussi, j'ai deux exemples. L'un avec un actionnaire purement financier qui, effectivement, ne pense qu'à sa plus-value et à son rendement. Le discours est assez étonnant entre le chef d'entreprise et puis l'actionnaire. On a l'impression qu'ils ne parlent pas de la même entreprise. Et puis un autre cas, un peu plus petit, mais enfin, où là, au contraire, l'investisseur financier comprend très bien la démarche du chef d'entreprise. Et c'est un plaisir de les voir travailler parce qu'ils se réunissent d'abord très souvent, ce qui est important. Ils se réunissent au moins une fois par mois. Et vraiment, on a l'impression qu'ils gèrent à deux l'entreprise. Donc effectivement, la qualité de l'actionnaire est importante. Est très importante. 7e actif immatériel recensé, le capital marque. La marque. Celui-là est très connu aussi. Hein. Coca-Cola, on estime que 70% de la valeur de l'entreprise, c'est la marque. C'est monstrueux. C'est même la recette. C'est-à-dire que voilà, la marque à elle seule vaut 70% de la valeur de l'entreprise. Enfin, c'est quand même la marque la plus connue au monde. Non, mais c'est Coca-Cola. Non, mais j'entends, mais ce pourcentage peut aussi s'appliquer sur des montants plus faibles. Et il y a des entreprises, les grandes entreprises du luxe françaises, elles sont bien sûr toutes positionnées sur des stratégies de marque. Et la stratégie de marque n'est pas quelque chose de réservé aux grandes entreprises. Même une petite entreprise peut avoir sa stratégie de marque, qui suppose bien entendu derrière toute une organisation pour acquérir une notoriété, parce que c'est ça qui est important dans la marque, c'est la notoriété. Quand j'achète quelque chose parce que c'est du Vuitton ou parce que c'est... Bon, voilà, là j'ai gagné le jour où on achètera des bilans parce que c'est un bilan connaissable. Voilà, ça sera la panacée, j'aurai la marque, mais là, bon, on rêve pas. Mais c'est quelque chose qui effectivement qui se travaille et qui nécessite tous les autres éléments immatériels dont on a parlé en appui. Hein. Ça repose forcément sur une qualité permanente. Ça repose sur des process, je dirais, éthiques importants, la marque. Il y a un certain nombre de considérations comme ça. Alors là, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce qu'on pourrait passer vraiment beaucoup de temps rien que sur la notion de marque, mais c'est vraiment très bien de travailler sur cette histoire de marque. Le système d'information, 8e élément, c'est le capital système d'information comme immatériel. Oui, bien sûr. Hein. Alors c'est vrai que le système d'information, globalement, c'est toute la structure informatique de l'entreprise qui permet de gérer les flux informatiques d'entrée et sortie. Il y a eu des statistiques, des études qui ont dit que, jusqu'aux années 2005-2006, ça a plutôt été des sources de coûts que des améliorations de productivité. Et que les systèmes d'information commencent maintenant, depuis quelques années, à être source effectivement de valeur, hein, plus que de valeur négative, si je puis m'exprimer ainsi. Mais on est bien d'accord que ce capital est là aussi pour soutenir tous les autres actifs immatériels. On comprend bien que si j'ai une stratégie de marque, si j'ai un système d'information qui est totalement défectueux, je vais avoir des gros problèmes au niveau du suivi de mon capital client, du suivi de mon capital fournisseur, etc., etc. Et donc finalement, c'est un élément logistique fort, mais qui est indispensable à mettre en place. Et puis le dernier que j'ai relevé, qui est le capital qu'ils ont appelé sociétal. C'est vraiment l'aspect, c'est un actif matériel, c'est vraiment l'éthique. C'est comment l'entreprise peut concilier son développement économique avec la protection de l'environnement. On en parle, mais c'est une donnée, il faut en tenir compte. Et puis, une donnée qui est de plus en plus fondamentale, et le développement humain. Ce sont des valeurs véhiculées par l'entreprise qui vont bien entendu alimenter les autres éléments de l'actif immatériel, mais ce peuvent être des vecteurs aussi très importants de pérennité. Mais en tout cas, je suis certain, là aussi, qu'une entreprise qui a un caractère sociétal affirmé, elle vaut plus qu'une entreprise qui n'aurait pas ce caractère sociétal. Et je discutais à déjeuner, un de mes exemples. Moi, j'en ai aussi. Hein. Je déjeunais avec un repreneur d'une entreprise de transport magnifique actuellement.
Et je crois que c'est un secteur d'activité où vraiment l'aspect sociétal peut être un élément de différenciation par rapport à justement cette prise en compte du développement économique, de la protection de l'environnement et du développement humain, surtout en France, avec les histoires des camions étrangers, enfin des chauffeurs étrangers, etc. Il y a vraiment, ça symbolisait bien, je pense, cet exemple. Alors c'est vrai que, bon, effectivement, comment évaluer ça, c'est pas forcément très simple, mais rien ne nous interdit de mettre en place des repères à un instant T et de voir comment on évolue dans le temps. Le dernier aspect, je pense que c'est le plus compliqué et le plus complexe, mais sur les autres points, comment le capital immatériel de nos entreprises évolue. Mais rappelez-vous que ça constituera vraisemblablement dans les 75 à 80 ou 90% de la valeur de l'entreprise que vous allez racheter. Tout est quand même essentiellement dans ce que l'on vient de vous exposer, et que c'est à partir de ce moment-là, il faut en avoir la conscience et mettre en place des systèmes qui permettent de sauvegarder ces valeurs. Et tout se recoupe parce que si on prend le critère du développement durable, ça fait partie de la renommée de l'entreprise éventuellement, et donc ça peut renchérir ce côté-là. Le critère du développement humain, ça signifie que les gens ont peut-être mieux travaillé dans cette entreprise qu'à côté, donc plus grande stabilité du personnel, plus grande efficacité, tout se tient en fait. Hein. Oui, je me pose la question en tant que consommateur. Pareil que quand on achète ça, on achète des produits fabriqués par des enfants. C'est bien, voilà. Alors, je l'ai acheté. Au moment où je l'ai acheté, je n'y ai pas pensé. Mais petit à petit, ça nous rentre de plus en plus dans les esprits. Cette notion éthique, elle intervient. Est-ce qu'elle va intervenir dans les actes d'achat? Je ne sais pas jusqu'à quel point. Mais avec le développement de la toile, c'est un phénomène. On ne peut pas non plus revenir en arrière. Je ne vois pas comment ça peut revenir en arrière. Je pense qu'on ne peut pas omettre ce genre de considération. En tout cas, il faut au moins l'avoir dans un coin de sa tête et la prendre en compte. Bien sûr. Voilà, donc j'ai peut-être été un peu long, Marie. Alors à ce stade, on a donc essayé de fixer un prix. Voilà. On s'est entendu. Il reste à payer le prix. Ça, je reconnais que c'est le moment le plus délicat, surtout pour l'acheteur, c'est clair. Mais ce prix, il peut être payé de deux façons. Soit, on va dire, le prix est payé comptant tel jour, voilà, bon, c'est un prix ferme et définitif, on ne revient pas dessus. C'est quand même la plupart des cas. Mais très souvent, on trouve un prix qui peut varier dans le temps. Alors pourquoi un prix peut varier dans le temps? En fait, on va reprendre un peu tout ce que l'on avait dit avant. Les choses évoluent, les choses changent. Si vous achetez une entreprise en signant un acte d'achat au mois de novembre avec une entreprise qui a un exercice qui est clos le 30 novembre ou le 31 décembre, il est bien évident qu'il va falloir prendre en compte ce dernier bilan pour savoir si tout ce qui s'est passé avant que vous signiez et que vous ne connaissez pas forcément, parce que le système d'information fait qu'on n'a peut-être pas tous les éléments les plus récents. Donc il va falloir adapter ce prix à la dernière situation connue. J'entends situation, pas situation comptable, mais situation réelle. Et là, ça veut dire qu'il va falloir trouver un critère pour faire évoluer ce prix. Alors ici, deux remarques, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire tout un chapitre là-dessus, mais deux remarques. D'abord, là aussi c'est un peu l'expérience, mais un prix variable égale un contentieux sur deux. Voilà, c'est à peu près ça. Alors pour des tas de raisons, hein, parce qu'il peut y avoir l'acheteur de mauvaise foi qui dit tiens je vais trouver un moyen de discuter de l'évolution du prix, et puis il peut y avoir les informations transmises qui ne sont pas, comme on l'a vu tout à l'heure, forcément fiables. Alors est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, ça a bien évolué, comme par hasard on se rend compte d'ailleurs que dans ces cas-là, l'évolution du prix, elle est toujours ou souvent en faveur du vendeur. Bon, il faut peut-être chercher pourquoi quand même. Donc attention à ce dernier point. En même temps, on ne peut pas non plus se passer peut-être de cette évolution. Si je reprends l'exemple de la signature
dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a acheté début janvier, on n'avait pas évidemment les résultats du 31 décembre. Bon, il va bien falloir prendre en compte cette année 2012 pour la fixation définitive du prix. Alors, on attend et on va voir. Alors après, il y a aussi le critère qui va servir à permettre de constater l'évolution du prix. Alors là, on peut en trouver une foultitude. Moi, je crois qu'il faut essayer de rester le plus simple possible, parce qu'au moins, ça peut permettre de limiter les discussions. Je ne voulais pas trop m'étendre sur cette dernière question, mais enfin bon, il faut savoir que ça peut assez souvent mal se terminer.